Bonsoir, je suis vraiment ravi de recevoir Samia Messaoudi et Mustafa Harzoun, euh, qui sont, euh, qui sont évidemment ici chez eux, puisque ce sont des militants qui ont été à la naissance de l'ACB depuis le début, puis qui ont fait un parcours, un bout de chemin très très important avec cette association. Et puis qui sont aussi des militants pour les droits des immigrés, la marche des beurs, etc. Toute cette histoire-là de l'immigration, ils y ont participé et ils continuent à le faire. Voilà. Alors, on les reçoit aujourd'hui pour deux choses, trois choses même. Pour un livre paru chez Albin Michel Jeunesse qui s'appelle Vivons ensemble pour répondre aux questions des enfants sur l'immigration, coécrit par Samia Messaoudi et Mustafa Harzoun. Et puis, pour deux numéros de l'excellente revue Homme et Migration, paru le premier en janvier-février 2012 et l'autre en juillet-août 2012, l'un intitulé Algérie-France, une communauté de destin, et l'autre s'appelle France-Algérie, le temps du renouveau, deux dossiers coordonnés par Mustafa Harzoun, qui va nous en parler tout à l'heure, et qui ont été publiés dans le cadre du cinquantenaire de l'indépendance de l'Algérie en 2012. Alors, on va commencer par parler du livre que vous avez coécrit ensemble. C'est un livre qui est très, très, très pratique, en fait, et très, très informatif. Euh, alors, ça consiste à poser des questions qui sont très simples, de telle sorte à ce qu'elles soient comprises par les enfants, et à donner des réponses. Et tout ça, des questions dans le genre pourquoi mange-t-on du couscous en France, des choses comme ça, hein. Mais c'est des questions qui appellent à un moment donné, quand on a lu toutes les réponses, on a vraiment un tableau de l'immigration qui est très complet, puisque les réponses sont faites à partir de citations d'auteurs, à partir de chiffres, de graphiques, etc., sous des allures de livres pour enfants. C'est un ouvrage très sérieux qui est très très informatif. Alors, par exemple, une des questions, c'est les Antillais sont-ils des immigrés? Et c'est vrai qu'on ne pense pas à poser cette question, mais les enfants pensent peut-être à la poser. Et alors, ça va être ma première question. D'abord, que je vais poser d'abord à Samia, puis à Mustafa Harzoun. Euh, alors, à quel besoin, à quelle nécessité, à quelle, comment dire, à quelles interrogations par quelles interrogations vous avez été interpellé pour faire un livre qui explique l'immigration aux enfants. Et puis, deuxième question qui est en même temps liée. Alors, je voulais vous demander si c'était comment dire, si vous avez ressenti ça comme un besoin d'auteur ou alors de citoyen. Merci Areski. Bonsoir à tous. Alors effectivement, tu le rappelais il y a un instant, c'est une histoire qui m'est chère. D'abord l'histoire de l'ACB. Ça fait bien longtemps que je fréquente le lieu auquel je participe et j'y ai des activités liées à mon histoire justement, puisqu'on va parler d'immigration et que l'histoire singulière, pour moi, elle s'inscrit aussi dans l'histoire collective et depuis très très longtemps, je suis, tu l'as rappelé, attaché à l'histoire de l'immigration. Au travers, rapidement, le rappeler ou informer ceux qui ne savent pas, je suis coprésidente d'une association qui s'appelle Au nom de la mémoire et qui œuvre depuis près de 20 ans sur les questions de mémoire, justement, mémoire de l'immigration, mémoire coloniale et mémoire ouvrière, et qui a publié un livre, une somme de travail autour d'un livre de textes historiques et d'iconographie qui s'appelle Un siècle d'immigration en France.
Ces livres sont destinés au grand public, on va le dire, au public adulte, au public intéressé par la question de l'histoire de l'immigration, et ne sont pas du tout destinés à la jeunesse. Il nous a semblé important de réfléchir sur la question d'un livre sur l'immigration destiné à la jeunesse, parce qu'il n'en existe pas, ou peu en tout cas, et qu'une rencontre importante dans ma vie d'auteur ou professionnel, c'est une rencontre avec Lucette Savier, que j'ai le plaisir de vous présenter ici, puisqu'elle est présente là ce soir. Elle était éditrice aux éditions Syros où je travaillais, et elle est éditrice aux éditions Albin Michel. Et l'éditrice, c'est aussi un choix éditorial, un choix, un engagement. Et quand nous nous sommes rencontrés il y a plus de 2 ans, il a fallu vraiment une somme de temps, de travail pour réaliser ce Vivons ensemble. Nous nous sommes rencontrés, Mustapha, Lucette et moi, chez Albin Michel. Et voilà. Et on s'est dit, cette histoire d'immigration, ces interrogations que peuvent avoir les jeunes sur qu'est-ce que c'est qu'un émigré, un réfugié, un sans-papier, pourquoi les gens quittent leur pays, qu'est-ce qu'ils vont faire en France, ces idées reçues sur l'immigration, sur les émigrés coûtent cher, etc., etc. Toutes ces questions qui sont souvent des questions d'abord intéressantes et spontanées des jeunes, certes, mais elles sont aussi des idées reçues quand ils se les posent et ils ont des réponses qui sont à la fois ou maladroites ou en tout cas pas justes. Et que l'éclairage et l'informatif d'un livre comme ça était important que ce soit fait. Donc on a passé du temps à lister des questions. Je ne sais même plus combien il y en a, mais il y en a... Pardon ? 150, on me dit dans l'oreillette, 150 questions, alors qu'il y en avait vraiment beaucoup, beaucoup plus au départ. Et donc, il a fallu un peu serrer par thématique toutes ces questions. Et c'est vraiment un travail de l'éditrice et de nous qui étions, j'aime bien la question, auteur ou citoyen. Moi, je suis d'abord citoyenne et il se trouve que je suis auteur, avec justement cette particularité, c'est que c'est pas du romanesque, c'est pas du récit, c'est de l'informatif, et que je suis journaliste, et que voilà, il m'a semblé intéressant de faire ce travail dans cette veine informative à destination de la jeunesse. Alors, même question à Mustapha Harzoun. Bonsoir. Donc effectivement, je crois que je suis un schizophrénique total. C'est-à-dire que c'est un ouvrage qui est effectivement militant, au sens où le thème de l'immigration est un thème de plus en plus important. C'est un thème en plus dangereux qui est utilisé par les uns ou par les autres pour faire passer tel ou tel message ou pour distiller la peur. Mais ce qui m'a personnellement motivé, c'est moins l'aspect militant, c'est là où le schizophrène arrive, que le côté informatif et le souci, le désir de faire partager de faire comprendre que le thème de l'immigration est un thème à la fois extrêmement vaste, qui concerne non seulement la société de destination, en l'occurrence la société française, mais aussi les sociétés d'origine, et donc ouvre sur des perspectives qui sont aussi des questions mondiales, le rapport entre un pays donné, pays d'immigration, la France, et le vaste monde, et en particulier le vaste monde d'origine des migrations, qui ne sont pas seulement liées à la question coloniale, et que ce souci de faire comprendre cette complexité, cette étendue du sujet, a primé pour moi en tout cas, le côté militant, c'est plutôt Samia, mais a primé sur le côté militant. Je pense qu'après, en discutant avec l'équipe d'Albin Michel, Lucette Savier, Samia, etc., il nous a semblé intéressant d'apporter des faits, des éléments d'information, des éléments de réponse transversale, horizontale, et qui portent aussi bien sur des questions juridiques, c'est quoi la nationalité, c'est quoi le code de la nationalité, c'est quoi être français, c'est quoi, qu'est-ce qu'une demande d'asile, qu'est-ce qu'un réfugié, mais aussi des questions historiques sur la formation de la France comme pays et comme nation après 1789, des questions culturelles. Alors ça peut être des questions tout à fait drôles et sympathiques comme combien mange-t-on de pizza en France et c'est quoi le couscous, mais c'est des questions aussi beaucoup plus importantes et peut-être plus essentielles pour le devenir commun, c'est-à-dire pour le vivre ensemble de cette société française, qui est la question de l'identité,
portée non seulement par des jeunes d'origine immigrée, d'origine diverse, etc., mais par l'ensemble de la société, même si l'on n'est pas immigré. Au sens où on a aujourd'hui de plus en plus affaire à des identités mêlées, métisses, hybrides, etc., et que l'on peut être d'origine algérienne, malienne, etc., mais on peut être tout simplement français d'un village du fin fond de la France et être aujourd'hui confronté à la question de l'identité dans une France qui est un État-nation, dans une France qui s'inscrit dans la construction européenne et dans une France qui s'inscrit dans la mondialisation. Donc, quel que soit finalement son parcours, sa trajectoire, migratoire ou pas migratoire, cette question d'identité, comment on gère aujourd'hui une identité qui est multiple et plus seulement une, c'est un thème qui part de l'immigration, qui peut éclairer aussi des débats qui concernent tout le monde. Donc c'est pour vous donner un peu déjà la diversité des thèmes qui sont abordés dans le sujet, avec un double souci, c'est pas forcément proposer un texte, un livre pour l'immigration, pour ou contre, je pense que je ne sais même pas si la question a lieu d'être, mais c'est véritablement pour essayer de comprendre, d'aider à mieux connaître et surtout d'éviter d'aborder un sujet compliqué qui concerne des hommes et des femmes, donc qui concerne l'humain, autrement que par le prisme d'idéologie ou qui voudrait par exemple réduire la question migratoire à une question comptable. Est-ce que l'immigré rapporte ou au contraire est-ce qu'il coûte? Ce qui est important, comme disait Sayad, ce n'est pas de savoir si ça rapporte ou si ça coûte, c'est est-ce que l'immigré et l'immigration, on l'intègre ou on ne l'intègre pas dans le commun, dans l'humain. Sachant une chose, c'est qu'effectivement, le premier pas pour les pires barbaries, c'est d'exclure du commun de l'humanité un certain nombre de personnes. Alors ça peut être les immigrés, ça pouvait être lié à les juifs, etc. Mais je me rends compte en lisant un certain nombre de textes, par exemple, sur la question des retraites, et la fameuse question de savoir si les populations actives seront à même de pouvoir payer les retraites des futurs retraités, qu'on pose aussi cette question des retraités comme étant une charge. Le vieux devient une charge, le vieux devient un poids à supporter, etc. etc. Et donc le prisme du chiffre aurait tendance peut-être effectivement à introduire dans un domaine qui peut ouvrir sur la barbarie. Et donc je pense que le plus important, c'est d'avoir un regard profondément humain sur toutes les questions que nous abordons. Essayer si on n'a pas les réponses, si on n'est pas spécialiste, si on n'est pas lecteur de romans issus de l'immigration, où il y a beaucoup de textes ici qui sont repris, c'est avoir cette première approche qui est de considérer l'autre, qu'il soit proche ou lointain, comme faisant partie d'une commune humanité. Et à partir de là, peut-être que les questions pourraient être abordées avec un peu plus d'empathie et d'un souci de compréhension. Voilà. Alors, on va peut-être procéder de la façon suivante. J'ai préparé un certain nombre de questions puisées dans votre livre. C'est nous qui avons préparé les questions. Non, pour montrer un peu les différents axes que vous, et puis la façon dont vous les posez aussi. Voilà, donc j'ai préparé. Je vous donnerai la page. Hein. Alors, est-ce que les Gaulois sont-ils nos ancêtres? C'est en page 38. Hein. Non. Non, c'est vrai qu'à travers la question des Gaulois et des origines, ce qui nous a semblé intéressant, c'est de montrer la constitution de l'espace qui n'est pas encore l'espace national, qui n'est pas encore même pas l'espace France. C'est de montrer effectivement qu'à l'origine même, il en est d'ailleurs, je me rappelle, je ne vais pas faire le dinosaure, mais je me rappelle d'un vieux numéro de l'actualité et culture berbère, où la question des origines aussi en Afrique du Nord, c'est la même trajectoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pureté d'origine. Il y a encore et toujours des brassages, il y a encore et toujours des peuples qui se rencontrent. Il y a eu les Gaulois qui venaient d'Europe, de l'actuelle Europe centrale, etc. Il y a eu un mélange culturel avec les Romains, les Gallo-Romains. Il y a eu les invasions franques, etc., etc. Tout ça pour dire qu'effectivement, la question de savoir si nos ancêtres sont les Gaulois est une fausse question, au sens où nos ancêtres, ce sont déjà effectivement des peuples et des cultures qui se rencontrent, qui se métissent, et le façonnement de ce qui va devenir la France, à l'origine même, c'est de la rencontre, de l'échange, du métissage. Et ce qui est important, à mon sens, sur cette question-là, c'est bien de montrer que tout est une question d'échange, que l'échange est peut-être au cœur de toutes les constructions historiques, de toutes les constructions même systémiques, économiques, etc., etc.
L'autre truc quand même, que je veux dire sur les Gaulois, parce que je crois que c'est aussi important, c'est Edgar Morin qui disait ça, et c'est l'historien Philippe de Witt qui l'avait repris aussi, c'est que dire nos ancêtres sont les Gaulois, c'est peut-être aussi une façon de dire que l'on partage le commun d'une république. Ça veut dire que même si l'on vient d'ailleurs, nos ancêtres sont les Gaulois, ça peut aussi signifier que nous pouvons revendiquer, quelles que soient nos origines géographiques, culturelles, un même héritage, et que cet héritage nous sert à construire une république et nous sert à vivre ensemble. Samia, tu as ajouté quelque chose? Non. Alors, autre question, les Juifs sont-ils des immigrés? Est-ce que les Juifs sont des immigrés? Pourquoi voulez-vous que les Juifs soient des immigrés si les musulmans ne le sont pas, si les catholiques ne le sont pas? C'est une communauté religieuse, c'est pas une communauté, c'est pas un terme qui s'inscrit dans une histoire d'immigration. Après, il y a une circulation historique de la communauté juive qui a eu des séquelles dans une vie, dans sa culture, au travers de sa culture, mais c'est pas un peuple migratoire au sens de l'exil comme on l'entend, mais c'est un peuple migratoire dans un autre sens. Oui, sachant qu'effectivement, il y a eu des communautés immigrées juives, notamment qui fuyaient les pogroms en Europe de l'Est, en Europe centrale, etc., au fin du 19e, entre les deux guerres. Donc l'histoire de l'immigration, c'est aussi l'histoire de l'immigration juive, notamment des juifs d'Europe centrale, les Askénazes, etc., ou après les indépendances dans le monde arabe, les séfarades. Donc c'est à la fois de montrer que l'histoire de l'immigration est vaste, encore une fois, concerne énormément de communautés, concerne énormément de personnes, de citoyens aujourd'hui français sur 2-3 générations. Et d'autre part, c'est effectivement de faire tomber, parce que là je ne vais pas répéter, je ne serai pas long, mais ce que disait Samia, c'est-à-dire que les Juifs aujourd'hui ne sont pas des immigrés au sens où ce vocable sert à exclure. Comme on peut exclure l'Antillais en disant qu'il est un immigré parce qu'il est noir et qu'il va subir la condition, des conditions discriminatoires que subissent les Noirs en France, ou quand on renvoie par exemple les enfants issus de l'immigration nés en France, qu'on les renvoie à encore une fois une origine ou à une immigration, alors qu'ils sont la plupart même pas immigrés au sens de l'INSEE, c'est-à-dire qu'ils sont nés en France. Donc même s'ils sont étrangers, on peut être étranger et ne pas être immigré. Et qu'en plus, effectivement, ce sont des jeunes générations qui sont nées ici. Et donc parler à l'époque, comme on parlait, aujourd'hui on le fait un peu moins, mais de seconde génération, quoique j'ai vu une représentante d'une association malienne en ce moment sur les radios, dont l'association s'appelle Seconde Génération, ce qui peut être en soi une absurdité, au sens il n'y a pas de seconde génération immigrée, il n'y a qu'une première génération immigrée, et les enfants qui naissent de cette première génération ne sont plus immigrés. Donc le terme seconde génération lui-même est inapproprié en l'occurrence. Et alors, justement, est-ce que les Beurs sont des immigrés? Parce que c'est une question que vous posez dans votre... Les Beurs, c'est-à-dire ils ne sont pas des immigrés, ils sont nés ici. Donc ils sont français, sauf certains qui ont décidé de ne pas l'être, que je n'aimerais pas, mais qui sont dans une société française, nés en France, et qui vont devenir des citoyens à part entière. Et ce qui vient d'être dit sur le fait que souvent on renvoie justement les Karim, les Mohamed à leur histoire, on leur dit mais retourne dans ton pays. Ben, ils ont vite raison de dire mon pays c'est Mantes-la-Jolie ou Paris 20e, et c'est pas directement l'Algérie. C'est d'abord ici, et après on existe ici. On a le souci d'exister à part entière avec cette volonté d'être citoyen, d'appartenir à la France, avec tout ce que l'engagement que je porte peut dire. Mais dans la réalité, il y a toujours ces stigmates qui vous renvoient au fait que oui, les Beurs, c'est des Arabes en verlan. Chacun connaît ici un peu la définition et comment l'expression et ce mot Beur est apparu dans la société française dans les années 80 avec toute l'histoire du vocable en verlan dans les quartiers, dans les cités. Donc voilà, un certain nombre d'associations sont apparues et se sont nommées Association Beurs de Trifouilly-les-Oies ou d'ailleurs, et que ce terme est devenu un terme commun. Le mot Beur est inscrit dans le dictionnaire ou Larousse ou Robert, je ne sais plus lequel, mais en tout cas, voilà, il fait partie du vocable, il fait partie de l'histoire sociale, en France. Les sociologues en parlent, les médias en parlent, effectivement.
Voilà, et ça fait partie de cette histoire de ces jeunes nés ici, d'origine maghrébine. Après, dans l'histoire des migrations, on va s'apercevoir que dans cette origine maghrébine, il y a un fort taux de cette immigration issue, enfin de cette jeunesse issue de l'immigration qui est d'origine algérienne, qui porte effectivement cette appellation beurre dans le sens où elle est de cette génération-là. Mais voilà, après, dans les quartiers, les beurs, les renois, ça fait partie du vocabulaire. Mais l'affirmation de ce mot beurre, elle vient aussi, elle s'est installée. Moi, après, on va faire un débat sur le mot beurre, parce que j'en ai fait des tonnes il y a bien longtemps déjà. Après, il y a eu ce qu'on sait tous ici, et qui va être rappelé dans quelques mois, la marche des beurs, qui n'était pas la marche des beurs, qui était la marche pour l'égalité des droits en France, qui était une traversée de la France contre le racisme, la marche pour l'égalité et contre le racisme, et qui a été médiatiquement appelée la marche des beurs, parce que dans cette quinzaine de marcheurs, il y avait effectivement beaucoup de jeunes issus de l'immigration. Donc voilà, aujourd'hui, voilà, c'est pour ça que c'était important de poser une question, parce que destiné à la jeunesse, ce documentaire, effectivement, les jeunes, on a fait des rencontres dans les banlieues, en province, et souvent ils parlent de beurre, qu'est-ce que ça veut dire? Je voudrais juste ajouter, avant que je ne l'oublie, que nous sommes deux à avoir fait ce travail, mais on n'oublie pas Hervé Pinel, qui est un dessinateur, un illustrateur qui publie beaucoup chez Albin Michel ou chez d'autres éditeurs, peu importe, en tout cas, qui a accompagné les textes de dessins, de croquis, et qui sont remarquables. Je voulais le souligner. Juste, je vais profiter de l'évocation de la question des beurs pour dire deux choses. La première, c'est que je pense qu'on est prisonnier du langage et qu'on n'a pas trouvé les mots. Beurre, finalement, c'est renvoyé des Français, des citoyens français, jeunes ou moins jeunes aujourd'hui, parce que beurre, ça date d'un certain nombre d'années, et les premiers qui ont utilisé le mot beurre, aujourd'hui, ont la cinquantaine. Donc, on n'est plus forcément des comment on dit, c'est quoi les oiseaux de la... Les jeunes beurs. Les jeunes... Bon, j'ai beurré faire ma main gauche. Donc, déjà, c'est vrai que on est prisonnier des mots et du langage. J'ai l'habitude de chroniquer un certain nombre d'ouvrages dans la revue Hommes Immigration, justement d'ouvrages issus de l'immigration, avec le souci de montrer finalement que le commun de ces auteurs, le côté universel de ces auteurs, mais pourtant, encore une fois, la schizophrénie, c'est malgré tout de les classer comme étant auteurs issus de l'immigration, et donc de les renvoyer à une origine, à une particularité, à une sorte de différence qui au moins formellement, les exclurait. Ça, c'est le premier chose sur le mot. La deuxième chose, c'est que, encore une fois, la question sur les beurs, les juifs, les antillais ou d'autres questions, c'est bien évidemment pour insister, pour essayer de faire réfléchir, pour donner des éléments d'information sur la question des représentations dans la société française que l'on a de l'immigré, des immigrés ou des Français issus de l'immigration. En quoi, effectivement, à travers ces façons d'interpeller, d'étiqueter, qu'est-ce que cela traduit de l'histoire française, qu'est-ce que cela traduit de nos représentations, qu'est-ce que cela traduit des discriminations et de la place qu'on ne fait pas à des citoyens français à part entière. Ça, c'est la première chose. Mais l'autre chose, la dernière chose que je veux dire sur cette question, et c'est un peu comment dire, peut-être une des spécificités de notre démarche, c'est aussi d'interroger chacun sur sa capacité finalement à alimenter le vivre ensemble. Pour illustrer ce que je veux dire, je vais citer Mohamed Dib. Il a une phrase qui est tout à fait juste, et là qui interpelle l'immigré. Il dit « Un migrant qui ne reste qu'un immigré est un migrant raté ». Autrement dit, effectivement, on peut interroger la société française sur son rapport à l'autre, ses représentations, sur la place qu'il fait à une jeunesse qui est sienne et qu'il ne reconnaît pas forcément. Mais par ailleurs, on peut aussi interroger les immigrés, les communautés issues des différentes migrations sur leur capacité à alimenter ce vivre ensemble et à participer à cette construction commune. Alors, autre question qu'on peut se poser comme ça, les immigrés, les vrais, hein, ni les juifs, ni les beurs, ni les immigrés qui viennent pour travailler, pour combien de temps viennent-ils travailler? Est-ce qu'il y a des statistiques qui déterminent une durée moyenne? C'est quelle page C'est-à-dire qu'avant de parler des statistiques, on va se rappeler que par définition, je ne sais pas si je peux le dire comme ça, mais le propre de l'immigration, c'est
hélas, de quitter un pays pour aller trouver une vie meilleure ailleurs, en France en l'occurrence, pour nos parents, quitter un village de Kabylie, et puis se dire qu'on vivra mieux quelque temps, et puis un jour on va repartir. Et après, les décennies passent, et puis on n'est jamais reparti. Donc voilà, l'immigration, c'est d'avoir pensé, et je dis je parce que j'aime bien la singularité dans l'immigration et pas tous les émigrés pareils, dans ce groupe d'immigrés, quel qu'il soit d'ailleurs. Vous demandez à n'importe quel immigré s'il pensait, mais je parle de cette immigration plus ancienne, hein, de nos parents, ils étaient tous dans ce mythe du retour. Après, on sait tous, les sociologues le rappellent, l'écrivent, ça fait des gros livres, que le mythe du retour n'existe plus, on le sait bien, puisqu'on est issus de l'immigration pour beaucoup dans cette salle et d'un certain âge. Donc on est issus de cette immigration qu'on pensait repartir, que nos parents pensaient repartir, ne sont pas repartis. Et on le retrouve dans d'autres communautés, hein. Je dis je, mais j'ai grandi avec des Espagnols et des Italiens dans la banlieue parisienne, à Levallois. Les parents sont repartis et les enfants sont tous restés ici. Donc on est dans des immigrations qui ont de cette génération, en tout cas des années 50, à peu près un même cheminement de travailler, de vouloir repartir, construire au pays et finalement être resté ici. Dans les nouvelles générations, on est quand même dans quelque chose qui est plus de l'ordre de prendre le petit bateau là, pour tenter sa chance au risque de perdre sa vie et puis de venir en France parce que c'est meilleur, quand je pense à des communautés africaines ou ailleurs. Mais voilà, on est dans un autre rapport à l'immigration aujourd'hui depuis une quinzaine d'années. Il me semble, hein, je ne suis pas une historienne de l'immigration, mais en tout cas de ce qu'on peut voir et ressentir quand on travaille et quand on côtoie ces nouvelles immigrations. Moi, je travaille beaucoup avec des femmes migrantes dans une association et c'est vraiment des femmes qui viennent depuis une dizaine d'années mais qui savent qu'elles vont rester là. Elles disent on va repartir bientôt quand... voilà, ça fait partie de... C'est avoir quitté son pays pour des tas de raisons, voilà, l'exil politique, l'exil économique, l'exil politique, etc. Et puis être ici, quoi. Donc les immigrations, elles ont aussi évolué, les formes d'immigration. Sur la question du retour, c'est un sujet important parce que, bien évidemment, de manière médiatique, voire utilisation politique, on nous parle de l'afflux migratoire, de l'invasion, de toute la misère du monde qui va débarquer dans nos pays riches, sachant d'une part que la France intéresse peut-être de moins en moins les immigrés et qu'ils préfèrent aller ailleurs. Ça, c'est autre chose pour le coq national. Mais la première chose, c'est qu'on fait un livre sur l'immigration, mais l'être humain est moins un être migrant qu'un être sédentaire. Globalement, encore une fois, je suis non seulement schizophrénique, mais je n'ai pas de mémoire. Donc je renvoie aux statistiques intérieures, mais c'est une infime minorité qui existe de migrants dans le monde par rapport à la population mondiale. Première chose. Autrement dit, l'être humain a plutôt tendance à vouloir faire son trou là où il est et pas forcément à vouloir bouger. Et s'il bouge, c'est qu'il y est souvent contraint. On peut bouger par curiosité, pour des questions touristiques, mais ça reste minoritaire. Si l'on bouge de manière souvent impérieuse, c'est parce qu'effectivement, il y a des causes pour cela. Ça peut être pour des causes de travail, des causes économiques, des causes politiques, aujourd'hui peut-être de plus en plus des questions climatiques et tout le tralala. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que là aussi, il y a des statistiques, mais je renvoie au livre. J'aurais dû anticiper des questions et j'aurais dû demander à Reski quelles étaient les questions. Mais dans les 5 ans qui suivent une migration, une grande partie des immigrés qui sont arrivés repartent. Soit parce qu'ils ont accompli ce qu'ils s'étaient donné comme objectif, soit parce que la situation dans le pays de départ s'est améliorée, soit parce qu'ils sont allés ailleurs pour aller voir si l'herbe n'était pas plus fraîche. Et c'est Noiriel qui montre sur la tendance longue qui court du 19e siècle jusqu'à la seconde moitié du 20e qu'il y a eu des centaines de millions d'immigrés qui sont retournés chez eux. Tout ça pour dire que l'immigration, ce n'est pas seulement une question de se dire les gens qui viennent de l'extérieur viennent pour
pour profiter ou simplement pour fuir la misère. Ce sont aussi des gens qui bougent, qui ne restent pas seulement dans le pays où ils sont arrivés, qui repartent, qui vont ailleurs. Et si on leur donne la possibilité, d'ailleurs, ils préféraient faire des allers-retours plutôt que de faire venir femmes et enfants souvent. Donc, c'est d'ailleurs un thème nouveau qui arrive dans les... bon, essentiellement, pour le moment, c'est un certain nombre d'organisations non gouvernementales ou qui est un thème développé par les universitaires spécialistes de la question migratoire, c'est qu'on pourrait peut-être penser à un autre modèle de migratoire qui ne serait plus de dire on ferme les frontières au sens où on craint l'invasion et la peur de l'autre, mais au sens où on organiserait la circulation et de manière profitable pour les immigrés, pour le pays de destination et pour le pays de départ. Et la dernière chose, effectivement, sur la question du retour, c'est une chose dont il est rarement question, finalement, dans les débats politiques, c'est la question du solde migratoire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des étrangers qui viennent en France et des immigrés qui s'installent en France, mais il y en a aussi beaucoup qui repartent. Donc là-dessus, on a très peu de chiffres. Donc, comme dit Michel Tribala, la démographe de l'INED, il est très difficile de jongler avec le solde migratoire parce qu'on n'a pas les données statistiques. Mais il faudrait aussi, comprendre dans le solde migratoire les Français, et notamment les jeunes Français, qui s'expatrient pour aller travailler à l'étranger, qui sont de plus en plus nombreux. On parle en l'occurrence d'expatriés, on ne parle pas d'immigrés français ou d'émigrés français qui vont s'établir, qui en Angleterre, en Allemagne, etc. Mais c'est aussi de l'immigration, et de plus en plus nombreuse. Donc, et il y a même un démographe spécialiste de la question qui aurait tendance à dire que finalement, la France ne serait plus un pays d'immigration, mais d'émigration, au sens où effectivement le sol migratoire aurait tendance à être de plus en plus tiré vers le bas et qu'il y aurait de plus en plus de gens, ou autant de gens qui partent que de gens qui rentrent. Oui. Alors, l'autre question, c'est la question qu'on se pose tous les matins en se levant, c'est être français, ça veut dire quoi, au fond? Et puis, accessoirement, il y a une autre question secondaire, c'est quand ne pas savoir la Marseillaise, est-ce qu'on est français quand on ne sait pas les paroles de la Marseillaise? Après, c'est des questions que vous posez. Hein. C'est des questions qu'on pose, mais on n'a pas posé. Il y a des questions qu'on aurait peut-être dû éviter alors. Non, mais on n'a pas posé pourquoi on ne connaît pas une autre chanson qui s'appelle l'Internationale. On ne l'a pas posé, ça. On va faire peut-être un additif. C'est toi la militante. Voilà. Non, de manière française, c'est... Voilà, on a eu envie de poser cette question. Au fait, être français, ça veut dire quoi? C'est parce que ça revient aussi du côté des jeunes, parce que les jeunes sont persuadés que leurs copains de lycée, qui sont maliens, maghrébins ou d'origine étrangère, quelle qu'elle soit, ou asiatique, on va dire maintenant, sur cette jeunesse issue des immigrations. Ah, mais lui, c'est un Chinois, lui, c'est un... Non, il est Chinois d'origine, mais il n'est pas chinois, il est français, puisqu'il est né ici. Donc, on a donné, effectivement, dans le livre, la définition de ce que voulait dire être français, effectivement, et puis elle est basique, la définition d'être français. C'est d'avoir ses papiers, c'est-à-dire d'être français, avoir la nationalité française, avoir un passeport, avoir une carte d'électeur. Alors après, il faut savoir comment on peut avoir tout ça. Quand on s'appelle effectivement Ben ou qu'on s'appelle Cissé, c'est peut-être pas si simple que ça. Donc il faut acquérir la nationalité française. Et après, dans l'histoire de cette acquisition de la nationalité française, on se retrouve aujourd'hui, on s'est retrouvé dans des grands débats de la société française qui ne voulaient pas intégrer justement le fait que des gens... pas issus d'immigration, mais immigrés pour le coup et installés en France, qui sont de nationalité quelle qu'elle soit, veuillent être français. Donc il a fallu que ces gens-là, ces étrangers-là, fassent des démarches. Et donc la France, elle a été traversée. C'était tous les débats sur le code de la nationalité, sur le droit du sol, sur le droit du sang, pour que aujourd'hui on se rende compte que c'est évidemment, je ne sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, l'accession à la nationalité française pour les étrangers semblerait qu'elle soit simplifiée, mais qu'elle a été au-delà de l'administratif d'abord, j'ai envie de dire, même si elle est simplifiée aujourd'hui, donc avec
le fait qu'on soit depuis résident en France depuis longtemps, qu'on ait les preuves qu'on reste ici. Enfin, il y a tout un dossier administratif pour acquérir la nationalité française qui se fait en préfecture. Cela semble allégé, mais je crois qu'il y a un sentiment que moi j'ai envie d'évoquer dans cet accès à la nationalité française, c'est peut-être la difficulté d'aller vers cette nationalité française quand on est étranger. Parce que s'il est important d'être français, même si on est d'origine étrangère, etc., et qu'on s'inscrit dans la société française à part entière, voilà, il y a un rapport à son pays d'origine, il y a un rapport à son histoire personnelle, il y a un rapport tout à fait singulier à la nationalité qui fait que la démarche, elle est d'abord effectivement dans sa tête que d'aller et tenter d'aller vers cette nationalité française, et que bon voilà, l'administration, après le dossier, après toutes les démarches administratives qui vont former le fait qu'on devienne français après avoir fait toutes ces démarches administratives, dans ses esprits, avoir été allégé de toute cette démarche. Bon, après, la chose est faite. Et là, on est français, certes, mais voilà, après, il y a toujours, il me semble, il y a toujours après le regard, ce que j'évoquais déjà tout à l'heure, sur un peu la stigmatisation, sur on vous renvoie toujours, enfin, on va pas faire de parano, mais souvent, la nationalité française, pour moi, même si elle semble être quelque chose d'administratif et de faciliter un certain nombre de démarches pour faire vite, en réalité, voilà, il me semble que c'est pas simple à aller vers cette volonté de nationalité française. Je veux rajouter deux choses par rapport à ce que vient de dire Samia, qui montre un peu le cadre juridique de la question de la nationalité. On a aussi apporté un certain nombre de réponses un peu plus générales. Tout d'abord, c'est vrai que ce livre, on l'a commencé il y a bien avant qu'il ne paraisse, 3-4 ans avant, et nous étions en plein débat à l'époque sarkozyste sur l'identité nationale et sur l'identité française. Donc l'actualité peut-être de la question est peut-être moins prégnante, moins brûlante, mais elle s'est posée. Donc ces questions, il nous semblait important de les aborder à la fois par rapport à ce cadre, mais aussi pour donner quelques éléments de réponse à des interrogations que l'on peut se poser de manière constante. Alors, on a apporté un certain nombre d'éléments qui nous semblent qu'on a pu prendre ici ou là chez des auteurs spécialisés. Il est clair qu'être français, indépendamment de tout ce qu'on a pu dire sur l'histoire, sur le fait que la construction de l'espace national français se fasse à partir de rencontres, d'échanges, de mélanges, de métissages, d'apports extérieurs, etc., même si ces apports extérieurs sont revivifiés par le substrat national, parce que c'est pas non plus, la France n'est pas non plus un courant d'air. Il y a aussi des choses qui existent, qui préexistent. Et cette capacité à intégrer, à faire sien des apports extérieurs, c'est aussi une des richesses de la société française. Ça fait aussi partie de l'identité nationale française, cette capacité finalement à saisir ce qui vient de l'extérieur. Mais les éléments qu'on a apportés comme réponse sont les suivants. Je vais les citer rapidement. C'est la langue, c'est quand même une langue, la langue française, que tout le monde partage. Et sur la langue, on pourrait dire d'ailleurs beaucoup de choses, parce qu'aujourd'hui, cette langue est aussi encore et aujourd'hui, parfois bousculée, notamment par des jeunes générations qui amènent des éléments, extérieurs, que ce soit les langues des migrations, les termes qui viennent de la langue arabe, la façon de parler dans les cités, etc. Je viens de terminer un livre d'un certain Santaki, où justement tout le roman se passe dans une cité à Saint-Denis, et on voit comment la langue française peut finalement être, peut-être pas vivifiée, mais en tout cas élargir sa résonance, prendre du vocabulaire venu d'ailleurs, l'invention du vocabulaire, etc. Ça fait partie aussi du lien entre migration et l'appropriation la capacité à une langue de s'enrichir. Bon, la langue française, c'est bien entendu l'école, et par l'institution par laquelle nous passons tous. C'est aussi la laïcité.
Et il y a des débats très importants sur la question, effectivement, migration et laïcité, religion et laïcité, pour ne pas dire islam et laïcité. C'est aussi, peut-être le côté militant, parce que cette touche-là vient souvent de gens de gauche, c'est-à-dire c'est aussi le système social français, tel que la France s'est dotée de capacités, effectivement, d'entraide, de solidarité. Et ça fait partie aussi de cette identité nationale, c'est du moins celle qui peut être revendiquée par un certain nombre de Français qui, en général, appartient à une famille qu'on appellerait la famille de gauche. Et la dernière chose, peut-être, c'est peut-être de privilégier, dans ce fameux débat sur la France, se limiterait-elle à un catalogue, à des racines, ou est-ce qu'au contraire, pour reprendre Renan, c'est un projet commun que nous partageons? C'est ce second aspect, effectivement, que nous avons privilégié dans le livre. C'est-à-dire qu'être français, c'est peut-être, à partir de tout ce qu'on vient de dire, de ce que je viens de dire, c'est de se dire qu'est-ce que nous partageons aujourd'hui et qu'est-ce que nous voulons faire aujourd'hui ensemble. C'est la chose peut-être la plus importante. Et pour le coup, je referai encore une citation, c'est l'excellent livre Goncourt 2011 d'Alexis Génie, L'art français de la guerre. On en a fait un livre sur les expériences coloniales, des guerres coloniales de la France, alors que c'est un livre qui parle d'abord et avant tout de la France du XXIe siècle et de la capacité qu'a la société française, finalement, de se reconnaître dans sa diversité. Et il dit à un moment que nous mourrons à petit feu, nous mourrons tous à petit feu de ne plus vouloir vivre ensemble. Et c'est peut-être ce qui fait peut-être la spécificité de la définition, parce que ça remonte au XIXe siècle avec Renan, la spécificité de la France et de l'identité française, cette capacité finalement à partager un projet commun et à travailler ensemble dans la même direction. Alors, autre question, quelle différence y a-t-il entre un sans-papier, un clandestin et une personne en situation irrégulière? Ça, c'est la question que vous posez. J'en ajouterai une. Est-ce qu'on peut être tout ça en même temps? Sans-papier, clandestin, irrégulier. Oui, c'est le même. Allez, c'est le même. C'est le même, mais un sans-papier, c'est l'appellation peut-être militante de la situation d'immigrés qui se retrouvent sans papier ou qui sont sans papier, parce qu'il faut savoir que la législation interfère sur la situation des immigrés. Et qui, voilà, c'est. Bah, tu veux répondre à ma place, Samuel Sodi, je t'en prie. C'est pour toi cette question. Donc, un sans-papier, effectivement, on aurait tendance à insister sur le fait qu'effectivement, on a pu être complètement régulier juridiquement et se retrouver parce que la législation, notamment les lois Pasqua, etc., qui a imposé un certain nombre de critères nouveaux, fait que lorsque vous allez à la préfecture pour renouveler votre carte de résidence, votre carte de séjour, eh bien, sous le coup de la loi, vous n'êtes plus régularisable, vous ne pouvez plus renouveler vos papiers. Bon, vous vous retrouvez sans papier, effectivement. Ensuite, effectivement, clandestin ou irrégulier. Irrégulier, en général, je pense que c'est l'appellation qui se veut soft, ni trop engagé à droite, ni trop engagé à gauche, sachant qu'un clandestin, c'est souvent une appellation qui stigmatise, au sens où, effectivement, on appuie sur le fait que vous n'avez rien à faire ici. J'ai essayé de répondre, mais... Oh, c'est très bien. Alors, autre question aussi, c'est vrai qui renvoie à une espèce de question caricaturale qu'on se pose. Est-ce que les immigrés habitent-ils tous en HLM? Je connais qui vit dans des pavillons de banlieue, moi. C'est en page 121. Non, mais de manière sérieuse, c'est vrai que l'immigration, elle est le lot aussi d'une société, dans la société française, d'une catégorie sociale. Une catégorie sociale ouvrière, donc elle s'est retrouvée dans je rappelle les années 50 tout à l'heure, mais c'est pas pour faire dinosaure moi non plus. Mais c'est aussi pour dire que toute cette ancienne immigration, qui était celle de nos parents, qui était une immigration ouvrière, quelle qu'elle soit, là encore, je dis nos parents, mais je pense aussi à une communauté portugaise, à une communauté espagnole, comme je l'ai dit tout à l'heure, était à la périphérie de Paris, dans banlieue, dans des bidonvilles, chacun le sait ici, dans des baraquements, dans des hôtels meublés, dans tout ça. Et puis quand il y a eu les bars d'HLM qui ont commencé à se construire comme ça,
Hein, vous savez bien, les HLM, ils se sont construits dans les années 60 avec une régularité dans cette périphérie et qui devait correspondre à effectivement tout cet habitat qui était absolument inhabitable, qui était celle de ces bidonvilles et de ces baraquements. Et là, on allait reloger cette population. Et cette population, elle était quoi? Elle était immigrée, effectivement, une immigration portugaise importante dans les bidonvilles de Nogent-sur-Marne. Il y avait une immigration importante algérienne dans les bidonvilles de Nanterre. Dans d'autres baraquements dans la région parisienne, il y avait des communautés espagnoles. Et puis, oui, je l'oubliais bêtement, il y avait aussi ce prolétariat et cette misère française qui était certes peu nombreux dans les bidonvilles. Il n'y a pas une grande communauté, enfin une grande population française, mais il y en a eu aussi. Et toute cette population prolo, elle s'est retrouvée après dans ces HLM. Et donc, après, les générations sont nées dans ces HLM. Ça a fait partie de l'histoire sociale de cette immigration. Mais on verra que, évidemment, d'autres générations ne portent plus cet habitat parce qu'il y a des formes nouvelles d'habitat, de vie. Donc on est, mais historiquement, effectivement, ça fait partie aussi de la nouvelle construction qui répondait, des grands ensembles qui répondaient à la périphérie des villes, ou à Paris, ou à Lyon, ou à Marseille, toutes ces immigrations. Joyeux anniversaire. Voilà. Mustapha veut rajouter quelque chose? Oui, j'ai eu le temps d'aller consulter. Donc, juste 2 éléments d'information. Parce que pour en avoir discuté effectivement avec des lecteurs ou autres, les statistiques surprennent. C'est-à-dire que, en 2002, je crois, il y avait 30% d'immigrés dans le logement social pour 12% pour l'ensemble des Français. Et il y avait 37% d'immigrés propriétaires pour 54% des propriétaires chez les Français. Donc déjà, ça montre une diversité de situations et peut-être qui bouscule une idée reçue selon laquelle l'immigré serait un adepte du logement social et profiterait d'un certain nombre de services que proposeraient socialement les institutions françaises. Mais c'est vrai que je vais profiter de cette question pour appeler à une vigilance. On parle d'immigration, mais on parle d'immigration, il faudrait parler d'immigration au pluriel. Ça veut dire que les statistiques que je donne là, concernent globalement les immigrés. Mais il est évident aussi que la situation varie en fonction des communautés immigrées. Les communautés portugaises, par exemple, sont davantage propriétaires que les communautés africaines ou maghrébines. Et que cela peut traduire aussi un certain nombre de trajectoires migratoires, d'organisations communautaires ou de discrimination qui fait que, par exemple, dans les grands ensembles qui datent de plus de 50 ans ou près de 50 ans, résident les populations les plus défavorisées et qui sont obligées effectivement d'habiter dans des lieux souvent devenus vétustes, inconfortables, bruyants, et où peut-être ici ou là règne l'insécurité. Donc c'est cette question du logement, indépendamment du fait que elle peut-être surprendre, parce qu'il y a autant d'immigrés qui sont propriétaires et même plus que d'immigrés qui vivent en logement social, appelle aussi à réfléchir sur les conditions de l'urbanisation, les règles de l'urbanisation. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, effectivement, il y a des communautés immigrées qui restent bloquées dans leur processus d'habitat, alors que toute la trajectoire d'un certain nombre d'immigrations, italiennes, portugaises, espagnoles, a consisté justement, à partir d'un certain nombre de situations, à améliorer leur situation de l'habitat, compte tenu du fait qu'en France, améliorer son habitat, c'est devenir propriétaire. Or, il y a des communautés, notamment la communauté algérienne, qui très souvent, effectivement, se retrouvent bloquées en HLM ou dans des cités et se posent la question de savoir effectivement pourquoi, de quelles discriminations sont-ils victimes, etc., etc. Alors, j'ai posé une dernière question, c'est la 10e à peu près sur les 150 que pose le livre. C'est une question qu'on entend parfois. Pourquoi les immigrés ne rentrent-ils pas chez eux? Parce qu'on est bien ici.
Oui, oui, oui. Pourquoi les immigrés ne rentrent-ils pas chez eux, ne retournent-ils pas chez eux? Mais je l'ai dit avec humour parce qu'ils sont bien ici, mais c'est aussi de cet ordre-là. Même si il y a l'attachement, il y a la volonté de penser retourner au pays. J'ai évoqué tout à l'heure le mythe du retour. L'histoire a fait que effectivement ils ne retournent pas dans leur pays. Et pourtant, il y a des tentatives qui sont faites. Hein. C'est l'historien Gérard Noiriel qui avait dit que plus de la moitié des étrangers qui ont séjourné sur le territoire français ont fini par retourner dans leur pays ou ont émigré ailleurs. Donc il y a des statistiques qui ont montré aussi que beaucoup d'immigrés qui étaient venus en France pendant des décennies sont retournés dans leur pays ou ailleurs, ont tenté le retour. Mais la question, elle est posée parce qu'effectivement, c'est une manière de dire qu'il faut répondre à cela, qu'ils sont ici chez eux, effectivement, et que les décennies de cette immigration, les enfants nés de cette immigration, toutes ces générations issues de l'immigration qui sont portées quand on est un travailleur immigré qui est arrivé dans les années 40, on fait le calcul, chacun ici, ça fait plus de 60 ans qu'il est là, donc ça a donné naissance à des enfants, des générations et des petits-enfants. Donc toutes ces générations qui sont porteuses dans la mémoire de cette trajectoire de l'immigration, c'est aussi une histoire qui fait qu'ils ne retournent pas les uns les autres dans le pays d'origine, au sens où il faut reconstruire sa vie là-bas, ou la construire en tout cas pour les plus jeunes peut-être. Mais en tout cas, l'histoire a fait qu'ils sont restés ici. Mais quand même, il y a cet aller-retour de retourner au pays, de retourner au village, de retourner voir les siens. Et ça fait partie de l'humain dont parlait Mustapha tout à l'heure, parce que effectivement, ce qui nous anime dans ce travail, c'est de donner une dimension singulière à l'immigration et à une histoire ou personnelle qui rejoint très vite la grande histoire de l'immigration. Et que chacun d'entre nous ici, quand on est issu de l'immigration, ben, on va au bled un peu, on attend des nouvelles du pays, et puis que peut-être, même si nos parents ont tenté la maison, ben, la construction, ben, on n'y est pas toujours, et on n'y sera pas, et on reste ici. Et donc cette question, elle est réellement posée, hein, pourquoi ils ne retournent pas chez eux? Et c'est une manière de dire dans ces réponses sur les tentatives d'y aller, et de faire ces allers-retours, c'est que la première réponse d'abord, ce serait de dire qu'ici, ils sont chez eux. Oui, et on parle des immigrés. Là. Voilà encore les mots. Hein. On parle des immigrés et ça ne concerne plus, ça ne devrait plus concerner dans l'esprit de chacun les enfants d'immigrés qui sont français. Comme disait Noiriel, donc, que tu citais, plus de 50% des immigrés seraient rentrés chez eux déjà, pour commencer. C'est peut-être le premier lieu commun qui tombe. Les immigrés, ils n'ont pas vocation à rester là où ils atterrissent. Ils ont un projet, et ce projet, c'est de rentrer chez eux. Même si, effectivement, les trajectoires de chacun, familiales et notamment générationnelles, font que le projet de retour, souvent, tombe à l'eau. Il y a un autre aspect que l'on pointe sur cette question, c'est l'interférence entre le projet migratoire et le juridique. En l'occurrence, 1974 a été une date charnière parce qu'en fermant l'immigration en France, on empêchait les immigrés déjà installés d'envisager des retours ou des allers-retours. Et finalement, on sédentarisait des immigrés qui n'avaient peut-être pas vocation à rester en France et qui avaient peut-être beaucoup plus pour projet d'organiser leur vie à cheval sur le pays de résidence et le pays d'origine avec la perspective d'y retourner vivre en famille. Donc encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que peut-être qu'il serait peut-être temps de changer nos façons de penser, nos matrices un peu conceptuelles sur l'immigration, c'est-à-dire que, et si l'on imaginait finalement organiser davantage la circulation que de se dire que l'on est dans des rapports de vases communicants, c'est-à-dire qu'on ferme les frontières, ça évite aux migrants de venir, et on essaye autant que faire se peut, et souvent par des lois inhumaines, en tout cas dans leur application, de chasser ceux qui sont ici. Et si l'on organisait davantage, effectivement, le fait que
l'immigré, spontanément, n'a pas vocation à rester là où il arrive et là où il va trouver du travail, etc. Ce qui ne veut pas dire, effectivement, qu'ensuite, il n'y a pas des immigrés qui restent. Heureusement, c'est ce qui fait le sel de la population française, le sel des populations en général de tous les pays, c'est que elles se métissent, elles se brassent, elles se rencontrent, et ça évite les mariages consanguins, et donc peut-être d'enfanter des gogoles, je peux le dire. Donc la migration a aussi cet aspect positif qui est effectivement de régénérer des populations, que ce soit au niveau familial et au niveau national. Mais aider à réfléchir, à mettre en place un nouveau système de gestion de la question migratoire passerait sûrement par l'idée de circulation davantage que par l'idée de fermeture ou de frontières. Voilà, merci. On va parler un peu des deux numéros dans mes migrations que tu as coordonnés là. D'abord, quelle est la différence entre eux? Il y en a un qui s'appelle Algérie-France et l'autre France-Algérie. C'est le match retour, puisqu'on parlait de football. Non, mais quel est le projet de l'un et de l'autre? L'idée, au départ, c'était de faire un seul numéro. Et compte tenu de la multiplicité des thèmes, etc., et puis surtout de l'idée de départ, qui se traduit par deux numéros, l'idée, c'était d'essayer de penser le 50e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie ou de l'indépendance, autrement qu'à travers des questions mémorielles, autrement qu'à travers l'histoire, autrement qu'à travers une plongée dans la guerre d'Algérie, mais de le penser davantage en termes de ce que j'ai appelé dans l'édito du premier numéro, la tectonique des peuples. Je dois rendre à César ce qui est à César, c'est que la tectonique des peuples m'a été inspirée par une nouvelle qui s'appelle La tectonique des murs, écrite par M. Areski Metref, dans un des livres les plus importants, je crois, sur le 50e anniversaire de l'indépendance algérienne, c'est qui s'appelle 50 Algérie au pluriel, et qui rassemble un certain nombre d'auteurs à travers des nouvelles, auteurs algériens, auteurs français, Pied Noir, Arki, algériens de France, algériens d'Algérie, etc., etc. Et cette tectonique des peuples, c'est pour dire que finalement, l'histoire franco-algérienne, elle se fait moins par la politique des États que par la volonté et les rencontres des peuples. Et à partir de là, l'idée était de savoir dans quelle mesure, à partir de la société française et à partir de la société algérienne, cette question de communauté de destin, cette question de métissage culturel, cette question de rencontre pouvait être abordée, traitée. Donc la différence entre les deux numéros, c'est que le premier numéro est plus centré sur la société française, le second numéro davantage sur la société algérienne, avec l'autre souci qui a été effectivement de mêler des universitaires français et algériens. Pour le numéro sur l'Algérie, donc on a travaillé avec des gens du CREA d'Alger ou avec des gens d'Oran, etc., des universitaires, en essayant de brasser sur les deux numéros les thématiques économiques, démographiques, migratoires, bien évidemment, puisque la revue s'est spécialisée sur les questions migratoires, mais aussi culturelles, littéraires, artistiques, etc., etc., la musique aussi. Donc voilà. Est-ce que tu peux nous donner une petite idée du sommaire et surtout des collaborateurs de l'un et de l'autre? On voit Yves Lacoste, Abdellah Hafid Hamouche, Benjamin Stora, Laura Rick, Naïma Yahi. Dans le premier, puis dans l'autre, il y a l'excellent Kamal Kateb, qui fait un bilan des migrations algériennes, chose qui n'a pas été beaucoup faite. Je veux dire, il y a aussi un texte de Hossein Abdellaoui sur l'Algérie face à l'évolution de son immigration en France et dans le monde. C'est vrai que là aussi, le point de vue algérien à partir de l'Algérie est rare. Il y a Ahmed Cheniri qui parle des expériences culturelles et des aventures ambiguës. Il y a aussi un article de texte de Mustapha Harzoun sur le roman algérien et les identités meurtrières.
Voilà, enfin, il y a aussi un papier sur art et géopolitique, l'influence des artistes algériens et français dans le dialogue entre les deux nations. Mais les deux numéros, tu le dis dans l'édito, c'est aussi essayer de faire un petit inventaire de toutes les questions qui concernent justement le rapprochement plus que ce qui sépare, ce qui rapproche. Alors, on va peut-être maintenant donner la parole. Je suppose qu'il y a plein de questions qui vont. Alors, quand c'est toi qui commence, ça me fait un peu peur. Tu es court. Hein. Mais vas-y, on peut te répondre à toutes les questions. Hein. Bonsoir. Moi, je voudrais quand même faire une remarque. Moi, je suis contre tout extrémisme. La politique victimaire, il y en aura le bon. Vous avez évoqué un certain Rachid Santaki. Moi, j'habite à la cité des Francs-Voisins, donc c'est un voisin de palier, mais pas de panier, parce qu'on ne mange pas dans la même gamelle. S'il est devenu célèbre, c'est parce que les médias français ont fait de lui un semblant de représentant de l'immigration. Par rapport à la terminologie, quand on dit en France, il y a le racisme, les Arabes, les Noirs et les musulmans. D'abord, Arabe, c'est une ethnie, Noir, c'est une couleur, et musulman, c'est religieux. On peut avoir les trois à la fois. Un Saoudien, il est noir, il est arabe, il est musulman, il n'est pas victime du racisme. Donc il faut être sincère. Ce sont les Africains, en particulier, qui sont victimes du racisme. Mais jusqu'à preuve du contraire, ce n'est pas nos amis qui sont à la tribune qui vont dire le contraire, que l'Algérie, c'est un pays africain. La Tunisie, c'est un pays africain, mais à chaque fois, quand on parle de la Tunisie, de l'Algérie et du Maroc, on dit maghrébin. Vous êtes un enfant d'immigré, vous êtes ancien en France. Est-ce que votre père, il emploie le mot maghrébin pour parler de l'Afrique? Moi, mon père, qui est ancien immigré en France, il a débarqué en France en 1946, à l'âge de 15 ans, il n'a jamais employé le mot Maghreb. C'est un mot qui a été galvaudé, encouragé à fond la caisse par les médias français et algériens pour absorber, pour faire éviter l'étiquette d'Africain aux Africains. C'est quand même un pléonasme, c'est très grave. Maintenant, par rapport au racisme, moi je pense qu'il y a eu des avancées terribles en ce qui concerne la lutte contre le racisme. Je peux dire que les années 70, les Algériens étaient victimes du racisme pire que maintenant. Il y a eu 74 Algériens qui ont été assassinés par des mouvements d'extrême droite. Mais ce racisme n'est pas tombé du ciel. Il y a eu un différend entre l'Algérie et le régime algérien, entre la France et le régime algérien, par rapport à les accords sur le pétrole. Boumediene, le faux progressiste, il a tapé sur la table. Il a rompu avec la France, mais ça ne l'a pas empêché de brader le pétrole aux Américains pour quelques dollars de plus. D'autant plus qu'à l'époque, en 1971, il n'y avait pas de représentation diplomatique des deux côtés. Parce qu'en 1967, quand il y a eu la fameuse guerre des 6 jours, Boumediene a coupé avec les Américains officiellement, mais officieusement, en sous-marin, en traître qu'il est, il a tissé de bons rapports avec la CIA. C'est la technique de Saddam Hussein. On peut t'organiser une conférence quand tu veux. Non, je vais conclure. Tu nous le dis juste avant. Je vais conclure. Par rapport à la première question, après tu m'excuses, je vais 2 minutes, Barakat. Il a dit, est-ce que nos ancêtres, c'est les Gaulois? Ça, cette phrase, je l'ai entendue plusieurs fois. Elle émane de certaines organisations communautaristes, notamment Houria Boutelja. Il y a une semaine, je lui ai craché sur la figure à l'Institut du monde arabe devant témoins. Moi, je vous le dis parce que je connais son passé. Ammar Assas, son père, a participé à l'assassinat d'Algériens. Mon père, il a été torturé ici en France. Et ce sont les Herki, mon oncle paternel, à la rue de la Goutte d'Or, le livre de Marcel Péju, vous avez lu? Ould c'est mon père, ça c'est pour votre gouverne. Donc en matière de patriotisme, on n'a pas de leçon à recevoir de quiconque. J'ai remarqué une chose, qu'en France, on est en train d'encourager la fausse représentativité. Tariq Ramadan, que j'appelle Tariq Chidan, c'est un Égyptien, il s'exprime au nom des Algériens. Non, mais on peut revenir au livre quand même. Non, c'est pas le livre. Je regrette, parce que le livre, on est là, maximum 60 personnes, mais à la télé, ces gens-là, ils passent à la télé, ce sont eux qui nous portent préjudice. Il faut condamner d'une manière nominative le communautarisme. Je termine par rapport aux langues. Il y a beaucoup de mots arabes ou bien anglais qui sont introduits dans la langue française. Il est joli, il a un joli look. Mais pourquoi on ne prend pas des mots du terroir, style breton ou bien basque ou bien corse, et on les intègre dans le Larousse? Parce que dans le Larousse, il y a plus de mots arabes que de mots corses. Parce que le régime français, c'est un régime raciste. Il considère l'arabe plus proche que du corse. Et c'est une vérité. Il y a un lobby
arabo-raciste en France, il faut le condamner. Voilà. Bah, tu as parlé plus longtemps que les conférenciers, vraiment. Tu es arrivé à. Non, non. Alors, est-ce. Ouais, ouais. Voilà. Bon, maintenant, quand tu as écouté, tu peux écouter les autres quand même. Alors, d'abord, merci pour ce travail. Moi, je suis intéressée évidemment au titre du public auquel il est destiné, puisqu'il me semble que vous destinez aux jeunes, mais quelle catégorie de jeunes? Enfin, pas quelle catégorie au sens immigré, pas immigré, mais en termes d'âge. Est-ce que vous avez réfléchi justement à cette question? Ça, c'est une chose. D'autre part, je vais faire juste une petite observation puis une question. D'abord, je voulais abonder dans ta démarche, enfin ta réflexion, ta proposition d'ouvrir les frontières, parce que je crois que c'est comme ça, effectivement, qu'on redonne aux immigrés anciens et nouveaux la liberté de choisir, d'avoir le libre arbitre de leur destination ou de leur retour. Or, ce qu'on a fait depuis 1974, c'est qu'on a enlevé cette possibilité aux immigrés. Ils n'avaient pas le choix. Si on vient, on ne reparle plus. En fait, on a créé en France, pour des raisons économiques aussi, parce que c'était quand même la crise économique qui a amené le gouvernement à fermer les frontières. Mais d'une certaine manière, c'est une erreur qui a été payée extrêmement cher. Payée en France cher, parce qu'évidemment, il y a le chômage, etc. Mais payée très, très cher pour les gens immigrés, puisque la tradition, pour ce qu'on connaît en tout cas des Algériens, la tradition de l'immigration, c'était de venir 1 an, 2 ans, 3 ans, pas plus, de construire sa maison. Et c'était un turnover, mais c'était un turnover extrêmement positif pour les deux, de part et d'autre de la Méditerranée, et y compris pour la langue française. Il n'y avait pas ni ce rejet, ni tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc ça, je pense qu'il faut lancer quelque chose autour de ça, de faire comprendre que c'est dans l'intérêt même de la France que d'ouvrir les frontières, alors qu'elle pense qu'en les fermant, elle a trouvé la solution. Et c'est pour ça que depuis 30 ans, on vit sur ce problème. Et justement, la question, c'est... Françoise Gaspard a écrit un bouquin en 1984, juste après la marche, et qu'elle avait appelé « La fin des immigrés ». Elle tenait cette argumentation un peu comme la tienne, de dire les immigrés, ce sont les pères, puisque les jeunes manifestent leur appartenance à la société française et leurs revendications citoyennes, ils sont français. Donc c'est la fin des immigrés. Nous commençons un cycle complètement différent avec ces immigrés des pays anciennement colonisés. Or, ça n'a rien changé, ça s'est même aggravé. Je veux dire, le terme d'immigré aujourd'hui ne s'attache plus seulement aux pères, mais aux 2e, 3e génération. On a même trouvé une façon de dire aujourd'hui descendants d'immigrés. C'est-à-dire, on a été immigrés, 3e génération, 4e génération, on est descendants d'immigrés dès qu'on porte un patronyme et qu'on a effectivement un physique, etc. Alors, ma question sort un petit peu de ça, mais en même temps, il revient. Sur l'ouvrage que tu as fait sur l'Algérie, la France et l'Algérie, et sur le livre que vous avez fait, vous avez beaucoup parlé de la question de nos ancêtres les Gaulois, et que c'était effectivement d'une certaine manière, une démarche volontaire de faire sien, y compris ce mythe commun, de façon à faire constituer une communauté de destin. Ça, je le comprends parfaitement. Est-ce qu'il n'y a pas, et je trouve que dans la manière dont tu as abordé le France-Algérie, Algérie-France, est-ce qu'on ne peut pas dire aussi, à la manière de Durper, François Durper, nos ancêtres ne sont pas les Gaulois? Est-ce que ça peut être dit aux jeunes? Et comment est-ce que vous pouvez faire et exprimer et argumenter à la fois nos ancêtres sont des Gaulois, l'affirmer et l'argumenter, et dans le même temps dire nos ancêtres ne sont pas des Gaulois? François Durper, que vous connaissez tous, tout un travail autour de l'histoire de l'immigration, etc. Donc je voudrais bien savoir ce que vous faites avec ça. Les réponses que l'on donne sur cette question de l'origine du peuplement de l'espace français
montre effectivement que les Gaulois ne sont pas en soi nos ancêtres, ou ne sont pas exclusivement la seule population ou les seules populations qui sont constitutives de la population française. Donc, dans une certaine mesure, c'est vrai, nos ancêtres ne sont pas les Gaulois. Mais alors, spontanément, ce qui m'interroge, c'est de me dire quel effet peut avoir cette affirmation chez des personnes ou chez des jeunes qui n'ont pas forcément le bagage culturel, le recul historique, pour ne pas interpréter cette affirmation comme étant une position d'exclusion, mais au contraire voir ce qu'elle a d'inclusive. C'est la question. Dire nos ancêtres ne sont pas les Gaulois, est-ce que c'est une façon de dire, d'affirmer et c'est une façon de revendiquer d'autres ancêtres et de comment on se balance les mémoires à travers la figure? Est-ce qu'on se balancerait chacun nos ancêtres? C'est un des dérapages possibles de la question. Donc en ce sens, ça peut être de la dynamite ici ou là. Si ça consiste effectivement à complexifier, mais alors pour complexifier un sujet comme celui-ci, et c'est un sujet complexe, ça veut dire qu'il faut du temps, il faut de la formation, il faut des études, et effectivement, on se rend vite compte en travaillant un peu et en abandonnant un certain nombre de mythes, ou de besoins identitaires, ou de besoins psychologiques, ou de fragilités qui sont liées effectivement à des situations personnelles ou familiales données, que nos ancêtres ne sont pas effectivement les Gaulois, ne sont pas exclusivement les Gaulois, et qu'il faudrait se rattacher à plusieurs racines ou radicelles, etc. Donc, je suis d'accord sur ce que cela signifie. Je suis un peu plus sceptique quant à son effet, et parce que je crois qu'il y a aussi une autre question qui est importante, et ça c'est pour avoir un peu pratiqué du journalisme, c'est qu'il faut toujours se poser la question à qui on s'adresse, comment on s'adresse. On ne s'adresse pas à un public universitaire dans un amphithéâtre de la Sorbonne de la même façon que l'on va s'adresser à des enfants dans une école de banlieue ou de cité, et avec les mêmes mots ou avec les mêmes logiques conceptuelles ou les mêmes logiques de raisonnement. Donc, je te rejoins sur la formulation, mais je crois que j'éviterai de l'utiliser comme ça spontanément. Parce que, pour répondre à une partie de ta question, Anifa, c'est un livre qui s'adresse à des jeunes collégiens, des jeunes lycéens. On a fait des rencontres dans les lycées, on est en train de commencer à en faire. On fait des rencontres publiques comme celle-ci. On en a fait une il y a 2 jours à Amiens, à la Maison de l'Égalité, où il n'y avait que des interrogations comme les vôtres dans la salle. Il y avait 2 jeunes au premier rang, mais plus timides. Mais c'est vraiment des questions qui sont des questions qu'ils se posent, les jeunes, et qui correspondent effectivement à leurs interrogations sur ces questions qui sont, voilà, tout ce qu'on a évoqué comme interrogations que rappelait Areski, qui sont dans le livre, parce qu'ils veulent, voilà, ils veulent bien comprendre un peu qui sont ces copains de classe, qui sont ces copains de cité, de quartier, dans leur histoire. Parce que souvent, d'abord, les jeunes, ils ne connaissent pas l'histoire de leur copine Fatoumata, de l'immigration de sa mère, de l'exil de tel aussi autre voisin d'origine turque ou d'origine asiatique. Et ils se posent des questions ils parlent entre eux dans leur langue, ils se retrouvent un peu... ils sont toujours ensemble, le communautarisme, on a parlé tout à l'heure d'ouverture, bien évidemment, ça donne une dimension d'ouverture, on n'est pas du tout dans l'esprit de défendre le communautarisme, loin de là, on est vraiment dans l'inverse, dans cette dynamique un petit peu de connaissance, de faire rayonner un peu cette diversité, cette mixité de communautés au sein des quartiers et donc des collèges, enfin au sein des quartiers, donc des jeunes, des collèges, etc. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de faire se rencontrer les jeunes, que les jeunes rencontrent ce livre au travers leur centre de documentation au collège, des rencontres avec le public. Juste pour terminer rapidement, j'ai fait des rencontres il n'y a pas longtemps dans un collège d'Amiens, pas d'Amiens, c'était la Maison d'Égalité, de Grenoble. Il y avait 3 classes. Il y avait des 4e et 3e, et l'après-midi, j'avais des secondes et des terminales. Ce n'était pas que à propos de ce livre, c'était aussi 50 ans de l'indépendance de l'Algérie, histoire, etc., 17 octobre. Mais on en est venu à parler du livre, puisque
j'étais présenté comme co-auteur du livre, etc. Et on a parlé d'immigration, de racisme, etc. De mots que voilà, les étrangers, les immigrés, etc. Puis il y a les jeunes qui ont commencé à parler et Mustapha vient de l'entendre parce que je l'ai évoqué lundi. Et il y a un jeune qui dit, parlait du racisme et des immigrés, tout ça. Il dit, moi, je suis pas raciste parce que mon meilleur copain, c'est un Porthos. Le jeune, il dit ça. Il y avait 3 classes. Et je lui dis, votre copain, j'ai mal entendu, il est d'origine portugaise, sans doute. Il vient du Portugal. Il dit, ouais, mais moi, je dis Porthos, mais c'est pas raciste. Et il est où, votre copain? Il dit, il est là. Et le jeune, il était 2-3 rangs devant. Je me tourne vers lui et je me dis, votre camarade vous appelle, ça me dérange d'ailleurs de le répéter, mais bon, vous appelle Porthos et qu'est-ce que vous dites? Oh, moi, ça me plaît pas. Je lui dis qu'il faut qu'il arrête. Et je dis, ben voyez, il faut arrêter. Parce que d'abord, il est né à Grenoble, et puis puis je me mets à raconter comme ça. Et je crois que voilà, juste après, bon, dans la foulée, il y a encore eu un truc autour d'Istanbul, parce que le nom, il était compliqué à prononcer, donc il n'arrive pas à retenir le nom de son copain turc, donc il l'appelait Istanbul, parce qu'il avait toujours un sweatshirt Istanbul. Ça faisait surréaliste, et moi, j'étais là, j'ai dit, mais arrêtez de parler comme ça, il ne faut pas se parler et tout. Mais après, j'étais un peu... Mais voilà, puis après, après on a déjeuné avec la prof, j'ai déjeuné avec la prof et la nana du CDI, elle m'a dit, mais bravo pour votre livre, parce que voilà, ils vont, voilà, pendant 2 heures, vous les avez bien, parce qu'on n'a pas parlé que de ça, je l'ai dit, mais pris du temps aussi à parler de ça à partir de leurs questions, et puis ça fait écho, vraiment en destination de la jeunesse, sur évidemment les idées reçues et les interrogations qu'on peut avoir. Alors, oui, non, pour la question là, sur les Gaulois, je crois qu'il y a une réponse qui est dans le livre, c'est celle de Majid Cherfi de Zebda, dans un livre, et il explique vraiment bien. Il dit la chose suivante: enfant, je le redis, j'étais Gaulois et je ne détestais pas avoir des Gaulois comme ancêtres. On oublie trop souvent que nous, enfants de cette 2e génération, natifs hexagonaux à l'accent garonnais, on n'a pas détesté être accrochés à des branches, aussi capétiennes soient-elles. Nous regardions ces livres d'histoire au dessin naïf et confondions allègrement l'Astérix et le Gaulois dans un entrain surréaliste. Ces Gaulois aux longues couettes souriaient, chantaient autour d'un feu en descendant la Barbaque porcine. C'était chouette, c'était air de vacances. Notre ennemi, c'était le Romain. Et on prenait fait et cause pour Vercingétorix ou Charlemagne, roi noble et courageux. On a aimé, enfant, être les descendants de gens aussi sympathiques. Oui, on a aimé se raccrocher à un arbre généalogique, quel qu'il soit, pourvu qu'il nous raccroche à quelque ascendance, même de fortune. Et je trouve que c'est la réponse vraiment à... Oui. Et justement, ça éclaire ce que je voulais ajouter. C'est que le terme gaulois, il faudrait aussi en saisir toute la diversité de sens, toute la polysémie du terme gaulois. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas oublier aussi que gaulois, en particulier dans la période révolutionnaire, fin du 19e siècle, 1789, c'est le peuple qui s'oppose aux aristocrates. C'est le Gaulois qui s'oppose aux descendants des Francs. Et c'est donc c'est cette dimension populaire qui est mise en avant tout au long du 19e siècle, face effectivement à une aristocratie qui serait elle racée, etc. Donc ça rejoint à la fois cette citation de Majid Cherfi, et ça rejoint aussi finalement ce que je disais en citant Edgar Morin ou Philippe de Witt, c'est-à-dire qu'on peut aussi revendiquer cette origine, si ce n'est dans ses ancêtres, de ce point de vue-là. Alors, je crois qu'il y avait une... Oui, bonjour. Vous avez en partie répondu, en fait, madame, à mes questions. Moi, je suis enseignante en lycée dans la banlieue parisienne. C'est un peu à ce titre que je suis venue. Voilà, donc j'ai beaucoup d'élèves issus, je sais pas, alors il ne faut pas dire justement, donc issus de l'immigration. Et en fait, je suis prof de lettres, donc j'enseigne le français, la littérature française. Ça me laisse perplexe parce que, moi, la question que je me pose par rapport à mes élèves, c'est la question, ce qu'ils revendiquent. Vous le savez, donc si vous avez vu des élèves, eux ne se considèrent, revendiquent très massivement de ne pas être français. Dans mon cours,
ils disent arrête de faire le français quand un élève parle là. Ils sont des tout petits, enfin pour moi ils sont petits, voilà, ça fait 11 ans que je travaille là, je les connais bien, hein, au même endroit et tout. Et en fait, ils ont une forme de... Enfin moi ce que je trouve compliqué à désigner, alors je vais le dire franchement, c'est le... Enfin, peut-être toi Noara tu parles de double culture. Enfin, je sais pas. C'est le fait qu'ils ont... Moi, j'ai toujours dit, je me souviens, ça choquait énormément quand j'étais au lycée. Ah, on n'entend pas. On n'entend pas. Moi, j'ai tout dit quand j'étais au lycée, déjà. Je sais pas, j'avais pris dans ma tête clairement la nationalité française, ce qui choquait énormément mes amis, énormément, qui me disaient, mais tu te rends compte, tu renies tes origines et tout. Et moi, dans ma famille, ça avait été très difficile d'obtenir cette nationalité. Je vais choisir, hein, on était des deux cultures, tout ça. Et en fait, bon, mes grands frères et mes grandes sœurs avaient dit mais si, il faut que tu la laisses, tout ça. Bon, j'étais très rebelle déjà. Et en fait, heureusement, l'argument qui a marché, enfin qui a fonctionné, il fallait que je trouve un argument. C'était, je disais, oui, mais plus tard, si j'ai envie de travailler dans un lycée, voilà, tout ça, là, c'est incontournable, il faut avoir ses papiers. Et à ce moment-là, parce que nos parents avaient ce souci-là, hein, qu'on réussisse, tout ça, enfin, voilà, les études, c'était très important. Et donc là, ça a été l'argument qui a fait que... Mais ça, je m'en souviens très bien, de tout, enfin, vraiment, l'entourage, c'était ça. Et encore maintenant... je dirais, même si maintenant beaucoup de gens se naturalisent, font le choix, etc. Ça reste toujours une question pour moi, parce que bon, y a eu cette guerre d'Algérie, je crois que c'est surtout ça. Hein. J'ai plein d'amis qui me disent non, moi je ne peux pas choisir cette nationalité. Cette nationalité, alors qu'elles vivent là, qu'elles vont jamais envisager le retour, etc. Mais il y a vraiment autour de... C'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit, Samia, sur qu'est-ce que c'est être français, les papiers. Mais cette difficulté de dire je vais avoir des papiers français, ben, tout ce que ça entraîne et ça de contradictions, de questionnements, moi ça m'épate encore beaucoup, tu vois. Voilà. Et donc évidemment. Pour avoir travaillé dans le même établissement que Florence, et bon, on le voit bien, je veux dire, les lycéens, les collégiens ne se positionnent pas. Quand tu dis que tu es française, tu vois, d'origine algérienne, etc., c'est « Oh, mais non, madame, vous êtes algérienne ?» Ah, non. Tu vois ? Je sais pas, je vais pas répondre à leur place, mais il me semble que le problème ne se pose pas de la même manière selon les générations autant, j'allais dire notre génération, enfin la question ne s'était pas posée pour moi, mais les gens de notre génération, effectivement, il y avait un peu ce blocage lié à la connotation de l'appartenance juridique à la France, etc. Maintenant, les gosses, ils sont français. Juridiquement, ils sont français. C'est culturellement qu'ils essayent de peut-être de trouver une identité en rupture un peu avec ce qu'ils considèrent quelque chose qui les exclut, parce que mais à mon avis, c'est pas du tout ça se pose pas de la même manière, hein, parce que eux, juridiquement, il y a absolument aucun problème. Ils sont français, ils naissent français. Oui. Non. Comment vous le comprenez que ces enfants-là disent ça? Qu'est-ce qu'ils veulent me dire? Moi, je suis proto-française. Qu'est-ce qu'ils cherchent à me dire? Moi, je pense qu'on gomme l'histoire. Je pense que, tant mieux pour vous, enfin, je pense que vous êtes un peu plus âgés que mes élèves. Moi, je n'ai les... C'est pas sûr. Hein. Ouais, je n'ai l'expérience, donc ça fait 10 ans que je travaille là où je travaille, donc de jeunes gens, tout jeunes, entre 15 et 17 ans depuis 10 ans, donc je sais pas quel âge ils ont, voilà. Et c'est récurrent et ça va augmentant.
Et du coup, moi, naïvement, j'ai l'impression que ce qui n'est pas du tout digéré, enfin quand même, que vous ne pouvez pas considérer que pour eux, c'est fini, c'est réglé, tout est fini. Premièrement, par exemple, ils parlent beaucoup, une très grande partie, mais je parle... Pardon ? J'en discute beaucoup avec mes élèves. Par exemple, mes élèves, ils parlent... la langue de leurs parents, qui parlent, ils se sentent des différences culturelles, mais bien sûr, totalement. Non, mais je suis d'accord. Mais ça peut être une manière d'affirmer une différence, parler quand même, avoir une richesse culturelle, etc. Ça s'affirme, mais ça devrait s'affirmer. Attendez. Tout à fait. Non. Mais je pense que ce qu'ils veulent dire, ce qu'ils essayent de nous dire par là, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été reconnu, quoi, dans l'histoire de l'immigration. Voilà. Mais c'est ça que je veux dire. Et je veux dire, c'est quand même, en ce sens, pour moi, des enfants d'immigrés, et ils ont raison de revendiquer cette histoire. Parce qu'ils sont confisqués. Ces mômes-là, on leur a confisqué. L'école, moi j'y enseigne. Alors je suis bien placée pour vous dire que les langues, leur richesse spécifique, entre guillemets, leur langue, pour moi je suis prof de lettres, alors la question de la langue, elle m'intéresse vraiment. Elle est complètement négligée par l'école, puisque voilà, on a un ancien professeur qui était dans mon lycée, professeur de kabyle, mais dans les années combien voilà. Ça se fait plus du tout. Et ces mômes-là, ils revendiquent ça. Et quand moi je leur parle, ou quand on va voir des pièces qui mettent en scène l'histoire de la famille, on l'a fait récemment à Nanterre, les enfants, ils sont complètement déboussolés qu'une prof, alors gauloise, française, ou tout ce que vous voudrez, tout à coup s'intéresse à ce qui peut se passer, par exemple, dans une association de culture berbère, etc., etc. Donc je trouve que c'est compliqué. C'est des enfants d'immigrés, mais c'est beau, c'est bien. Ils sont encore enfants d'immigrés, je suis désolée. C'est où ils disent c'est leurs grands-parents, mais c'est leur... ça fait partie de leur histoire. Ça les constitue. Mais vous savez... D'accord. Vous pouvez pas... Il n'y a pas que la première génération, puis après on gomme tout. Et... Non, mais il n'est pas question de gommer tout. Parce que vous dites qu'on les renvoie à cette identité. Il n'y a pas que vous. Vous voyez ce que je veux dire? Même des mômes de 15 ans, c'est leur histoire petit peu encore. Mais sauf que quand on renvoie systématiquement un jeune de 15 ans, pas vous, enseignante précisément, mais de manière générale, la société, l'exclusion sociale, le racisme, toutes les discriminations qu'ils peuvent subir au quotidien, soyons quand même dans une réalité. Quand on vous dit à chaque fois que tu dois retourner dans ton pays, le propos raciste, banalisé, alors à un moment donné, ça donne de l'enfermement, du communautarisme, et le communautarisme, il s'exprime chez les jeunes collégiens de cette manière. Moi, je suis pas un Français. Moi, je suis avec le mépris, la violence, l'arrogance que vous pouvez entendre, connaître dans votre établissement. Et puis après, quand ils sont plus, c'est plus des collégiens, c'est des jeunes adultes, comme on dit, qui ont la violence encore d'exprimer ce rejet. C'est donc encore autrement. Et puis après, on s'aperçoit que effectivement, nos générations, moi j'ai pas connu, traversé un peu une période un peu comme Noira sur mon identité, qui suis-je, où vais-je, etc. Mais j'avais pas le sentiment, j'avais pas envie de dire que j'étais pas française. J'étais une fille d'Algérien, tout ça. J'étais née en France, etc. J'appartenais quand même à la France parce que j'étais là. Mais aujourd'hui, c'est pas la même chose. Ils sont nés ici, ils ont les papiers français, mais de temps en temps, on leur rappelle quand même que le on étant ce racisme au quotidien, cette société qui va mal et qui fait rejet quand même de ces histoires que vous défendez, auxquelles vous êtes sensible et que vous voulez effectivement faire partager, et auxquelles l'école, l'éducation que vous faites ait envie de reconnaître à part entière, qu'il n'y ait pas du tout d'exclusion de ces histoires de vos élèves. Alors, je vais donner la parole à Mustapha, puis on va arrêter. On est vraiment obligé parce qu'on a des formats précis. Oui, alors, juste une réflexion. Oui, juste une réflexion à partir de cette question qui est peut-être la question essentielle aujourd'hui, et une des questions qui nous a poussé à faire ce travail, c'est finalement la question indépendamment des questions d'histoire, de se rattacher à l'histoire de ses parents, à l'immigration, à l'histoire franco-algérienne, à la guerre d'Algérie, à revendiquer un certain nombre d'éléments historiques sur lesquels on s'arc-bouterait pour avancer une identité. Je crois que c'est la capacité que l'on a aujourd'hui d'offrir, notamment aux jeunes générations, les moyens
pédagogique de penser leur diversité. C'est ça la question, c'est pas de savoir si effectivement c'est l'un ou l'autre, mais comment on fait l'un et l'autre. Et toute la question, elle est là. C'est-à-dire la capacité que l'on va pouvoir offrir aux plus jeunes élèves, mais à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a plus d'identité unique, il y a des appartenances plurielles, multiples, la citoyenneté elle-même est plurielle, multiple, les appartenances nationales sont plurielles et multiples. Ce sont de nouvelles choses qui sont à inventer en termes de représentation politique, identitaire, psychologique. Et c'est ce qu'il faudrait creuser. Un des éléments, bien entendu, c'est l'école, c'est la pédagogie, mais un des éléments qui peut aider à cette approche, c'est le roman. Et c'est un certain nombre de personnages qui traversent les romans écrits par des auteurs qui sont issus de l'immigration et qui parlent justement de ces questionnements identitaires, de cette schizophrénie qui peut les traverser parfois, parce qu'effectivement, le métissage, c'est comme dit le penseur iranien Darius Shayegan, c'est aussi gérer sa schizophrénie. Donc tout ça, c'est des éléments pédagogiques qu'il faut offrir. Or, on ne le fait pas. On continue effectivement avec des schémas qui sont binaires, dichotomiques, antagonistes, etc. Et toute la difficulté est d'aider à penser l'appartenance plurielle à un moment dans un monde où, effectivement, on nous sert encore des discours qui datent d'un siècle ou deux, qui ne sont plus adaptés à la modernité, qu'elle soit migratoire ou pas, d'ailleurs. Alors, merci. Alors, merci Samia, merci Mustapha, et merci à vous. Ça fait plaisir. Ça fait bien plaisir. Hein. Ah bah oui, il faut leur suggérer. Moi, les jeunes que j'ai derrière, c'est des jeunes filles. Mais l'aviron chez les jeunes, il ne faut pas l'oublier. C'est par rapport à cette question identitaire. Merci Aristide. On a quoi? Vous m'avez montré que c'est bien vous. Alors, ça va?